à travers les dimensions du temps et de l'espace, grâce à des technologies qui dépassent notre entendement. Nous observe-t-il? Tapis dans l'ombre? Sont-ils déjà là? C'est quoi ça? J'étais vraiment terrifiée. Comté de Bucks, en Pennsylvanie, à quelques kilomètres au nord de Philadelphie. Je suis arrivée ici il y a 6 ans. J'ai 52 ans, je suis mariée depuis 32 ans et j'ai 2 enfants. Le comté de Bucks est très joli. Mais pour Denise Murter, l'endroit n'est pas que synonyme de paix et de tranquillité. C'était en avril 2008. C'est arrivé au milieu de la nuit, vers 1h du matin. Mon chien, Alex, un Yorkshire, dort dans le lit avec nous. Il s'est assis sur le lit et s'est mis à grogner. Il ne faisait pas ça d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a, mon beau? Qu'est-ce que tu as? Il ne voulait pas se coucher ni s'arrêter. Il montrait même les dents. J'ai fini par comprendre que quelque chose n'allait pas. Je vais voir, d'accord? Reste ici. J'étais nerveuse. On était au rez-de-chaussée alors qu'avant, je vivais dans une maison à 3 niveaux. Je regardais partout pour essayer de trouver d'où ça venait, ce qui se passait. Je pensais qu'il y avait peut-être un intrus. Je me suis dit, vu que je suis debout, allons voir dehors si ce n'est pas un animal sorti du bois. Un cerf peut-être. Une lueur brillante dans le ciel a attiré mon regard. On aurait dit les phares d'une voiture. J'ai attendu de voir bouger l'objet pour bien le discerner. Au début, j'ai vu une forme arrondie. Mes parents sont dans l'aéronautique. Je savais que ce n'était ni un avion ni un hélicoptère. Ce n'était pas comme un avion qui se déplace. Il allait d'un point à un autre, puis il s'arrêtait net. À la façon dont il bougeait, j'avais l'impression que l'objet balayait la zone, comme s'il recherchait quelque chose. J'étais saisie par la peur. Je ne savais pas ce qui allait arriver. J'étais inquiète. Viens voir, vite! Pourquoi? J'étais ici quand j'ai vu plein de lumière. Il y avait quelque chose dans le ciel. Je ne le vois... Je le vois plus. C'était gros, ça m'aveuglait. Tu as vu quoi? J'ai eu peur. C'était énorme! Oh mon Dieu!
Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ça avait la forme d'une pilule. C'est gros. Les angles étaient arrondis. Il y avait une partie en forme de boomerang, comme une aile de voiture, qui était fixée à la partie arrondie. Il n'y avait pas d'aile, pas de propulseur, pas de bruit. C'était totalement silencieux. Ça ne laissait aucune traînée. Et en un instant, ça avait disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je savais que je n'avais jamais vu une chose pareille. Tu l'as vu? Je l'ai vu. C'est fou. N'en parle à personne, d'accord? Allons nous recoucher. On en reparlera demain matin. Quoi? Que je n'en parle à On personne? dirait que t'es folle. Mais tu veux que... Allons nous recoucher. Non, cette chose est sûrement encore là. Allons nous recoucher. Dan? Dan, mon mari, avait peur qu'on se moque de moi. Mais j'étais dans tous mes états. Il fallait absolument que je parle à quelqu'un de ce que j'avais vu. Le lendemain matin, Denise contacte la rédaction du journal local. Je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que normalement, je ne fais pas ce genre de choses. J'ai raconté au journaliste ce que j'avais vu. Et il m'a dit de contacter le MUFON. Le Mutual UFO Network, ou MUFON, est une organisation qui enquête sur les signalements d'OVNI dans le monde entier. On a un cas par jour qui nous est soumis en Pennsylvanie. Sur l'ensemble de ces cas, on en élimine environ 80%, car il s'agit d'objets identifiés. Je suis toujours sceptique parce que plein de gens veulent y croire, et il y a une différence entre présenter un cas avec des preuves et vouloir qu'un cas soit vrai. J'ai étudié ce signalement avec Bob Gardner, le responsable des investigations en Pennsylvanie. Ce qui m'a impressionné avec Denise Murter, c'est qu'elle était prête à tout raconter. Je pensais qu'il y avait quelqu'un, alors je suis sortie. Bob Gardner est venu me voir le lendemain. C'était là. C'était énorme. Ça planait au-dessus de nos têtes. C'était une femme active. Elle avait la quarantaine. Elle parlait de manière très naturelle. Elle rapportait les faits avec précision. Une forme lumineuse, fascinante. Il avait l'air de croire en ma bonne foi. On aurait dit qu'elle dansait. J'avais peur. Elle balayait le jardin? Oui. La première chose que l'on fait, c'est qu'on écarte tout ce qui pourrait être de conception humaine ou un phénomène naturel. Il y avait plein de lumière. Je ne voyais aucune source de lumière qui pouvait expliquer ça. Je savais dans quelle phase était la Lune à ce moment-là. Donc je savais que ce n'était pas la Lune. Donnez-moi des précisions sur ces lumières. Elles éclairaient toute la zone ou c'était des faisceaux lumineux? Sur toute la pelouse. Il y en avait plein. Quel objet Denise a-t-elle pu voir? L'une des hypothèses qu'on devait examiner était de savoir s'il s'agissait d'un appareil militaire. J'ai repensé aux avions que j'avais connus quand j'étais jeune. J'étais tout le temps à l'aéroport avec mon père. La base aérienne de Walgrove est tout près. Je me suis demandé si ça pouvait être l'une de leurs opérations. Scott Miller suit l'évolution des technologies aéronautiques top secrets que l'on appelle les projets noirs. Il y a eu d'incroyables avancées technologiques dans le domaine des projets noirs. Le budget annuel de l'armée de l'air pour les appareils secrets défense est estimé à plus de 10 milliards de dollars. Le ministère de la Défense et différentes agences ne font pas mystère de leur volonté d'aller plus loin en matière de furtivité. Ils veulent progresser dans le domaine de l'indétectabilité acoustique et électromagnétique. Le but ultime étant, si possible, d'arriver à produire un appareil qui serait invisible. Ça donnerait un avion ayant une forme non conventionnelle et qui pourrait facilement déconcerter toute personne venant à l'observer. Mais l'objet vu par Denise était totalement silencieux. Aucun appareil ne peut se déplacer comme ça sans aucun bruit.
On n'est pas capable de créer un engin totalement silencieux. Il faudrait qu'il soit efficace à 100% pour ne produire aucune émission sonore. Quelques jours après le premier signalement, le MUFON reçoit d'autres appels d'habitants de la zone. On était contactés par des gens qui avaient vu des choses dans le ciel. D'un coup, on a eu 15 signalements par jour. Je suis du genre sceptique, mais ils étaient tellement nombreux. L'un de ces signalements paraît très similaire à celui de Denise. Un objet avait forcément volé dans cette zone. Dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, Denise Murter est convaincue qu'elle a vu un engin planer au-dessus de son jardin. N'en parle à personne. On en reparlera demain matin. Contre l'avis de son mari, elle a contacté le MUFON, qui n'a pu lui fournir aucune piste d'explication sur ce qu'elle a observé. C'était là, c'était énorme. Ça planait au-dessus de nos têtes. L'espace d'une seconde, je me suis demandé si j'avais rêvé. Je me suis dit, on va me prendre pour une folle. Quelques jours après le signalement de Denise Murter, le MUFON reçoit un appel d'un autre habitant du comté de Bucks. On avait un autre témoin intéressant, Cliff Taylor. Il dormait quand, vers 4 heures du matin, son chien s'est mis à aboyer, ce qui l'a réveillé. Il a vu un gros objet se rapprocher de sa maison. Ça ne pouvait pas être un avion. Il se déplaçait trop lentement. Quand les éclairs ont illuminé l'objet, il a pu voir des détails. Il y avait différentes formes au sommet et des hublots sur les côtés. J'étais vraiment contente du témoignage de Cliff Taylor. Ça prouvait que je n'inventais rien. On avait des témoignages concordants de gens qui avaient vu le même objet dans la même zone. Avec la multiplication des signalements, je me suis dit qu'il serait judicieux de contacter l'aéroport international de Philadelphie pour savoir s'ils avaient quelque chose dans leurs données radar. Or, il s'est avéré que oui. Ils avaient bien repéré un objet à la même date et dans le même créneau horaire que Cliff Taylor. L'objet n'avait aucun code de transpondeur. Il y a normalement un code de transpondeur associé à tous les appareils qui volent dans une zone déterminée. Comme cet objet n'en avait pas, on ne pouvait pas le déterminer comme autre chose qu'un objet volant non identifié. Mais cet objet venait-il d'une autre planète ? Ma première réaction est le scepticisme, jusqu'à ce que je dispose d'éléments suffisants pour procéder à des investigations. 2 semaines plus tard, le principal témoignage va s'étoffer un peu plus. Alex a grondé au milieu de la nuit. Il montrait les dents. Je me suis dit, oh non, c'est pas possible encore. J'ai vu plein de lumière. Je voyais aussi des espèces de petits hublots sur l'engin. Il fallait absolument que j'obtienne une preuve de ce que j'avais vu. Généralement, je laisse mon appareil photo près de la porte. J'essayais de le photographier du mieux que je pouvais. Je cadrais et je prenais des photos en espérant avoir quelque chose. Mais l'appareil faisait n'importe quoi.
J'avais l'impression qu'il savait que je les regardais. On aurait dit qu'ils étudiaient la zone, comme s'ils cherchaient quelque chose. L'objet projetait des rayons vers les arbres à différents endroits autour de mon jardin. Je commençais à m'inquiéter pour ma sécurité. Je me demandais s'ils voulaient m'enlever. Je ne pouvais pas bouger. J'étais comme tétanisée. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là comme ça. J'ai prié pour que ce soit la dernière apparition. Je n'aurais pas tenu le choc une nouvelle fois. J'ai contacté Bob Gardner. Je lui ai dit, vous n'allez pas me croire, ça a recommencé. Regardez. Elle avait fait des photos de l'objet, ce qui est rare. Voyons voir ça. Souvent, les gens ne pensent pas à faire des photos. Ils sont surexcités et ne veulent rien perdre de vue. Je n'ai rien pris d'extraordinaire. Certaines montraient juste des lignes colorées. Mais l'une des images contient autre chose. Là, regardez. J'ai été stupéfait par ce que j'ai vu. Un alignement de lumière en forme de boomerang. On voyait que c'était le contour d'un objet physique. Ça ne pouvait pas être un groupe d'étoiles, ou la Lune, ou un autre alignement. Ça donnait plus de poids à nos investigations, à l'idée qu'on pouvait effectivement être en présence d'un ovni. C'était vraiment perturbant. Le cerveau marche à toute allure quand on voit quelque chose et qu'on ne sait pas ce que c'est. J'ai eu beaucoup de mal à dormir. On aurait dit qu'il recherchait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Mais pour Denise, les étranges expériences sont loin d'être terminées. Cette fois, c'était encore plus près de la maison. On voyait comme en plein jour. Ça planait au-dessus d'un arbre, pas loin de la fenêtre de ma chambre. Ça ne pouvait pas être plus près. Ou alors, ça aurait été sur le toit du bâtiment. Je ne pouvais pas en détacher mes yeux. J'étais vraiment terrifiée. J'ai vraiment cru que ma vie était en danger. Puis il y a eu plein de scintillements qui sortaient de l'engin et qui descendaient sur deux arbres différents. On aurait dit des illuminations de Noël. J'ai fermé les yeux et je les ai rouverts. Je me suis demandé si je rêvais.
J'ai senti un calme m'envahir. Je ne sais pas si ça communiquait avec mon subconscient. Je me souviens juste des mots comme si c'était hier. Ça disait « Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal ». Et aussi vite que c'était venu, ça a disparu. J'étais persuadée que c'était un ovni. Maintenant que j'ai vécu ça, je suis obligée de croire aux extraterrestres. À moins que ce genre d'engin ne se pilote tout seul. Si ce que Denise a vu est un vaisseau extraterrestre, d'où vient-il? La vie est-elle possible en dehors de la Terre? Daniel Batchelder recherche des planètes susceptibles d'abriter des formes de vie au-delà du système solaire. Pour le moment, le seul endroit où l'on a trouvé de la vie dans l'univers, c'est évidemment la Terre, qui est une planète. Si l'on doit trouver des traces de vie ailleurs, ce sera donc nécessairement sur une planète. Le nombre de planètes qu'on découvre en dehors du système solaire s'accroît tous les jours. Ceci augmente les chances de vie ailleurs dans l'univers. Mais un vaisseau spatial extraterrestre pourrait-il parcourir la distance séparant une planète lointaine de notre Terre? Pour envoyer un objet d'aussi loin, le facteur essentiel est la propulsion. On sait que pour les voyages interstellaires, nos technologies actuelles doivent un peu évoluer. Mais l'homme pourrait être en mesure de visiter d'autres planètes d'ici une centaine d'années environ. Donc, l'idée qu'il existerait d'autres êtres dans l'univers peut-être plus évolués que nous, disposant de technologies plus avancées et qui visiteraient la Terre, ne peut être écartée immédiatement. Le jour d'après a été difficile. Je me suis dit, mon Dieu, qui va croire une histoire pareille? Le 8 juillet, Denise Murter m'a appelé et m'a dit « L'objet est revenu ». Cette fois, il est resté environ 40 minutes et il a lâché une pluie de débris. C'était tout scintillant. J'ai recherché un peu partout pour voir s'il y avait eu des cas d'objets métalliques qui tombaient. Et je n'ai rien pu trouver. Mon Troen s'est illuminé. Et on aurait dit une pluie de flocons argentés. C'était incroyable. Ça formait un cône. J'avais du mal à y croire. Je me demandais si elle n'en rajoutait pas pour rendre son cas plus spectaculaire. C'était incroyable. Voyons ça de plus près. Il n'y avait rien de visible physiquement sur l'arbre. En le regardant, on ne pouvait pas dire qu'il avait été touché. C'est bizarre, je ne vois aucune marque. Il n'y a aucune trace. D'aucune sorte. J'étais plutôt contrarié. Je me demandais si elle inventait. Bon. J'étais sceptique. Franchement, je ne la croyais pas. Cette pluie métallique qui tombait sur son arbre... Lorsque les médias s'intéressent de plus près à son histoire, Denise se heurte à une réaction encore plus hostile. Les gens se moquaient de moi. Ils allaient trouver mon mari à son travail avec des feuilles d'aluminium sur la tête en disant qu'il venait de Mars. Mes enfants avaient honte de moi. Ça fait mal, vous savez. J'ai juré de ne plus en reparler. Est-ce que ça valait tout ça? Ça ne servait qu'à faire beaucoup de mal à ma famille et à moi-même. Mais l'expérience de Denise Murter a réveillé les souvenirs d'un autre témoin. J'ai reçu un email de quelqu'un qui vivait en Floride et qui me racontait qu'il avait vécu quelque chose qui l'avait terrifié. Ayant vu un étrange engin planer au-dessus de son jardin pour la 3e fois,
Dennis Murter est maintenant bouleversé par ces expériences troublantes. Le retentissement médiatique de ces signalements lui attire les moqueries de la population locale. Elle décide alors de ne plus en parler, jusqu'au jour où elle reçoit un email décrivant un événement inexpliqué survenu 17 ans plus tôt. Je m'appelle Jared Lee. Je suis étudiant en 3e cycle à l'Université de Floride et ingénieur en aérospatial. J'avais 13 ans à l'époque. Je vivais à Havana, en Floride. Mes parents travaillaient tous deux pour l'État de Floride. C'était un coin isolé. On était allés en ville à Tallahassee pour prendre une pizza. On est rentré vers 22 heures. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des lumières qui venaient du haut des arbres. On aurait dit que ça balayait le sol de la forêt à la recherche de quelque chose. On a pensé que c'était peut-être des chasseurs qui cherchaient des cerfs. L'un d'eux a demandé comment ils peuvent avoir mis des lumières en haut des arbres. Les arbres faisaient dans les 20 mètres de haut et un cerf n'aurait jamais pu grimper aussi haut. Mon père avait l'air très inquiet. C'est quoi? Je sais pas. Je vois pas ce que c'est. Chérie? C'était la première fois de ma vie que je le voyais effrayé. Rentrons à la maison. Ouais. Allez! Tout à coup, à gauche, j'ai vu une grande boule de lumière rouge, d'au moins 1,50 m de diamètre. Puis à droite, j'ai vu une autre boule de lumière, mais bleue, qui brillait à la source des faisceaux de lumière. Puis les deux boules ont disparu, et ça a été le noir complet pendant 1 ou 2 secondes. Jared, il faut rentrer. Ensuite, un énorme faisceau de lumière scintillant de couleur blanc doré a fendu les branchages et frappé le sol de la forêt. Toute la forêt a été illuminée. On voyait des particules scintiller partout. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout en haut des lumières, on distinguait l'engin en entier. La taille de l'objet était incroyable. C'est quoi? Je dirais que le phénomène a duré 10 à 15 minutes en tout. Mon Dieu! Ça ne faisait aucun bruit. Ça ne bougeait pas. Et puis tout s'est éteint. C'était parti. Vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chose la plus incroyable que j'ai vécue dans toute ma vie. Ce qui m'a poussé à contacter Dennis Murter, c'est la manière dont elle avait décrit les lumières. Je n'ai jamais entendu personne d'autre raconter les choses avec un tel degré de détail et mentionner un phénomène de scintillement. J'étais tellement contente de découvrir que quelque chose du passé corroborait mon histoire. Pour lui, ce que je décrivais était la même chose que ce qu'il avait connu. Dennis Murter et Jared Lee ont-ils assisté à un même phénomène électrique naturel? Joseph Dwyer, professeur de sciences physiques et spatiales, est un expert de la foudre sous ses différentes formes. La foudre globulaire est connue depuis des centaines d'années. Les gens la décrivent généralement comme une boule de la taille d'une balle de baseball qui se déplace horizontalement. Ça dure plusieurs secondes et ça brille comme une ampoule de 60 watts.
Ce n'est pas toujours blanc. Il peut y avoir des couleurs. On a aussi parfois dit que ça projetait des étincelles. Il y a beaucoup de théories sur la foudre globulaire. Ça peut être une réaction chimique, quelque chose qui se consume en flottant dans les airs. Ça peut être électrique, une sorte de plasma, une boule de gaz en fusion. La foudre globulaire pourrait-elle expliquer les puissantes lumières que Jared et ses parents ont vues? La foudre globulaire peut faire des choses bizarres. Rentrer chez les gens, traverser les fenêtres. On a souvent dit qu'elle se déplace horizontalement, mais je suppose qu'elle le fait aussi verticalement. Il est totalement impossible de confondre ce type de phénomène avec ce que ma famille et moi, on a vu il y a des années. Si la foudre globulaire ne peut expliquer ce que Denise et Jared ont vu, les lumières pourraient-elles être liées à un phénomène météorologique rare? Un feu de Saint-Elme résulte d'une décharge électrique coronale dans une atmosphère chargée électriquement. S'il y a des éclairs, s'il y a une activité électrique dans l'atmosphère et qu'un bateau ou un avion, tout objet pouvant produire ou conduire un champ électrique passe dans la zone, ça peut diffuser une sorte d'éclat bleuté ou violet. Ça ne brûle pas, mais ça peut émettre de la lumière un peu comme un avion. On appelle ça un feu de Saint-Elme. Jared Lee a-t-il vu les effets d'un feu de Saint-Elme sur un avion passant à travers un orage? Quand j'ai été envoyé en mission en Ouzbékistan, j'ai remarqué un soir sur le tarmac une étrange lueur au loin. En fait, il s'agissait d'un feu de Saint-Elme. Je comprends que quelqu'un qui n'a jamais vu ce que j'ai vu puisse prendre un feu de Saint-Elme pour quelque chose qui n'est pas de ce monde. Mais en fait, ça n'avait strictement rien à voir. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Absolument pas. Informés de l'expérience de Jared Lee, les enquêteurs du MUFON réexaminent le cas de Denise Murter. On avait un témoin qui ne connaissait pas Denise Murter et qui la contactait pour dire qu'il avait vu la même chose. Ça ajoutait beaucoup de crédibilité à son histoire. Ce n'était plus un cas unique. Une nouvelle possibilité vertigineuse s'ouvre alors. Une rencontre rapprochée du deuxième type est une situation où il y a des preuves qui restent. Un cas où on ne voit pas seulement un engin, mais où cet engin laisse des traces ou des preuves derrière lui. Intrigué par le témoignage de Jared Lee, Bob Gardner, enquêteur du MUFON, étudie les arbres qui se trouvent dans le jardin de Denise Murter. Regardez. On était en juillet et les feuilles montraient des signes de vieillissement avancé, des signes qu'elles auraient dû avoir en octobre. Quelque chose les avait fait vieillir prématurément. Je me suis dit qu'il fallait recueillir des éléments et les envoyer à un laboratoire. J'ai agi comme sur une scène de crime. J'ai mis des gants en caoutchouc pour recueillir les échantillons. J'ai pris des échantillons du troène affecté et du sol au-dessous, mais aussi de l'érable et du sol au-dessous. Il a ensuite descendu la rue et il a trouvé le même arbre que celui qui était dans mon jardin. Et il en a prélevé un échantillon. J'ai pris un échantillon témoin pour que le laboratoire puisse avoir un spécimen de référence pour la zone. J'ai aussitôt bien fermé les sachets pour éviter toute contamination. Denise Murter avait dit que les particules scintillantes étaient en suspension, flottaient dans les airs. Je me suis demandé si ce n'étaient pas des espèces de capteurs liés à une sorte d'expérience. Peut-être que c'était une sonde qu'ils avaient fait descendre dans les arbres pour prendre des échantillons avant de la faire remonter dans leur vaisseau dans un but quelconque. J'espérais qu'en envoyant les échantillons au labo, on aurait des réponses. À 1000 km de là, en Floride, Jared Lee a essayé d'identifier l'objet volant qu'il a observé 17 ans plus tôt. Pour être honnête, au début, j'ai pensé que c'était un appareil militaire qui avait peut-être dévié de sa trajectoire. Havana est située au nord-ouest de la Floride, où l'on trouve beaucoup de bases militaires, notamment des bases aériennes.
Il n'était donc pas rare de voir des avions militaires dans cette zone. J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque pour lire tous les livres que je trouvais sur les aéronefs, les véhicules spatiaux, les fusées, les appareils expérimentaux. Aujourd'hui, je ne connais aucune technologie qui permettrait à un objet solide de cette taille de se maintenir en suspension. Il y a une base de dirigeables à Pompano Beach, en Floride. Est-ce que ça aurait pu être un dirigeable? Le type d'aéronef qui a pu être vu et classé comme un objet volant non identifié correspond probablement à un véhicule hybride entre un avion et un dirigeable tel que nous les connaissons. Il pourrait avoir une structure portante de forme deltoïde ou bien une forme générale d'aile. Un aéronef de ce type pourrait facilement être perçu comme immobile ou se déplaçant à très faible vitesse. Vu le système de propulsion nécessaire, il pourrait aussi avoir une grande capacité d'accélération. Mais cette technologie aéronautique avancée n'existe qu'à l'état d'avant-projet. J'ai compris que ce qu'on avait vu ne pouvait pas être un dirigeable militaire. Au cours de ses recherches à l'université de Floride, Jared Lee a exploré d'autres pistes possibles. Il y avait un professeur qui faisait des recherches sur ce qu'on appelait le WEAV, pour véhicule aérien électromagnétique sans ailes. C'était un mode de propulsion innovant qui devait révolutionner l'industrie aérospatiale. J'ai approché ce chercheur, M. Roy, et je lui ai demandé si je pouvais rejoindre son équipe. Je pensais qu'il y avait peut-être un lien entre ses travaux en cours et l'engin qu'on avait vu au début des années 1990. Après avoir travaillé avec lui, j'ai réalisé que c'était une erreur. Nous ne sommes pas en mesure de créer quelque chose de comparable à ce que j'ai vu cette nuit-là. Ce que j'ai vu n'était pas un objet qui avait été conçu, Mon Dieu, par nous, êtres humains, sur cette planète. Il était issu... Il venait d'ailleurs. Denise Murter était la seule personne que je connaissais qui avait vu la même chose que moi. je me suis sentie liée à lui. On était tellement contents de pouvoir en parler à quelqu'un qui avait vécu la même expérience. Il savait du coup qu'il n'était pas fou, et moi pareil. Ça a relancé mon envie de trouver une réponse. Quand j'ai appris que le MUFON enquêtait sur ce cas et qu'ils avaient pris des échantillons de l'arbre, ça m'a donné envie de retourner à l'endroit où ça s'était passé bien des années avant et de le réexaminer. Les arbres de la zone n'avaient pas poussé de la même manière que les autres arbres. Il y avait un cercle quasi parfait d'arbres qui était décoloré, qui se démarquait parce qu'il présentait une décoloration pathologique par rapport aux autres arbres. Les particules scintillantes que Jared Lee a vues ont-elles dégradé les feuilles que les enquêteurs du MUFON ont collectées dans le jardin de Denise? La science détient-elle la clé de l'énigme? Quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans mon arbre. Dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, durant l'été 2008, Denise Murter a vu un engin mystérieux émettre une pluie de particules scintillantes sur son jardin. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans mon arbre. Recherchant des preuves tangibles d'un contact, les enquêteurs du MUFON ont transmis des échantillons de feuilles à un laboratoire. Les preuves matérielles sont essentielles dans toutes nos investigations. Plus on peut en rassembler, meilleure sera notre appréciation d'un cas. J'étais curieux de savoir ce qu'ils trouveraient en analysant ces échantillons. Y avait-il des substances chimiques, des résidus sur les feuilles? Phyllis Budinger
est spécialisé dans l'identification des substances moléculaires inconnues. J'utilise principalement la spectroscopie infrarouge. On examine les substances à la lumière infrarouge. Les vibrations moléculaires interagissent avec cette lumière à différentes fréquences. Le spectre qui en résulte est unique pour chaque molécule identifiée, de la même manière que l'ADN est unique pour chaque individu. Je recherchais des éléments inhabituels sur les feuilles et la terre, des éléments qui n'auraient pas dû s'y trouver. Je n'ai rien pu déceler. Faute de résultats au niveau moléculaire, l'experte tente une autre approche. J'ai envoyé les échantillons à un laboratoire d'analyse élémentaire pour une spectrométrie par torche ICP, c'est-à-dire à plasma et à couplage inductif. C'est une bonne technique d'identification des éléments. Il y avait une forte présence de bore sur les feuilles de Troène, mais pas sur les feuilles témoins. Le bore est le 5e élément dans le tableau périodique des éléments. On n'a relevé aucun niveau élevé de bore dans la Terre. On n'avait donc aucune explication sur l'origine de sa présence. L'arbre qui n'avait pas été touché ne contenait pas ça sur ses feuilles. Mon arbre avait été irradié par quelque chose qui venait de l'engin. Le bore est couramment employé dans l'aérospatiale. On en trouve aussi dans les engrais, ce qui pourrait être une explication. Mais dans les proportions qu'on a trouvées sur cet arbre, c'est très inhabituel. Les échantillons recèlent également de fortes teneurs en magnésium. Je me suis procuré un document qui liste les éléments chimiques relevés de manière récurrente dans les enquêtes sur les ovnis. Vous savez ce qu'il y avait? Le bore et le magnésium. Voyons ça de plus près. Normalement, on ne trouve pas de bore ni de magnésium dans les arbres de son jardin. Mais c'est un élément chimique courant quand on a un signalement d'une rencontre rapprochée du deuxième type, lorsque quelque chose touche le sol ou des feuilles depuis un engin. Les analyses prouvaient que quelque chose s'était passé. Il y avait bien du bore et du magnésium dans mon arbre. Ils ne sont pas arrivés là tout seuls. L'examen en laboratoire a renforcé la crédibilité de ce cas, en montrant qu'il y avait eu contact avec un objet extraterrestre et que Denise Murter avait bien vu un engin venu d'ailleurs. Nos connaissances scientifiques ne sont valables que jusqu'à la prochaine découverte. On découvrira peut-être que la vie est plus abondante dans l'univers qu'on ne l'avait imaginé. Depuis que j'ai vécu ça, je me dis que rien n'est impossible. Maintenant, tous ces gens qui disent qu'il leur est arrivé des choses, je ne les prends plus de haut. J'écoute ce qu'ils ont à dire. Plus rien n'est comme avant. À travers les dimensions du temps et de l'espace, grâce à des technologies qui dépassent notre entendement. Nous observe-t-il? Tapis dans l'ombre? Sont-ils déjà là? C'est quoi ça? J'étais vraiment terrifiée.
comté de Bucks, en Pennsylvanie, à quelques kilomètres au nord de Philadelphie. Je suis arrivée ici il y a 6 ans. J'ai 52 ans, je suis mariée depuis 32 ans et j'ai 2 enfants. Le comté de Bucks est très joli. Mais pour Denise Murter, l'endroit n'est pas que synonyme de paix et de tranquillité. C'était en avril 2008. C'est arrivé au milieu de la nuit, vers 1h du matin. Mon chien, Alex, un Yorkshire, dort dans le lit avec nous. Il s'est assis sur le lit et s'est mis à grogner. Il ne faisait pas ça d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a, mon beau? Qu'est-ce que tu as? Il ne voulait pas se coucher ni s'arrêter. Il montrait même les dents. J'ai fini par comprendre que quelque chose n'allait pas. Je vais voir, d'accord? Reste ici. J'étais nerveuse. On était au rez-de-chaussée alors qu'avant, je vivais dans une maison à 3 niveaux. Je regardais partout pour essayer de trouver d'où ça venait, ce qui se passait. Je pensais qu'il y avait peut-être un intrus. Je me suis dit, vu que je suis debout, allons voir dehors si ce n'est pas un animal sorti du bois. Un cerf peut-être. Une lueur brillante dans le ciel a attiré mon regard. On aurait dit les phares d'une voiture. J'ai attendu de voir bouger l'objet pour bien le discerner. Au début, j'ai vu une forme arrondie. Mes parents sont dans l'aéronautique. Je savais que ce n'était ni un avion ni un hélicoptère. Ce n'était pas comme un avion qui se déplace. Il allait d'un point à un autre, puis il s'arrêtait net. À la façon dont il bougeait, j'avais l'impression que l'objet balayait la zone, comme s'il recherchait quelque chose. J'étais saisie par la peur. Je ne savais pas ce qui allait arriver. J'étais inquiète. Viens voir, vite! Pourquoi? J'étais ici quand j'ai vu plein de lumière. Il y avait quelque chose dans le ciel. Je ne le vois... Je ne le vois plus. C'était gros, ça m'aveuglait. Oh, tu as vu quoi? J'ai eu peur. C'était énorme! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ça avait la forme d'une pilule. C'est gros. Les angles étaient arrondis. Il y avait une partie en forme de boomerang, comme une aile de voiture, qui était fixée à la partie arrondie. Il n'y avait pas d'aile, pas de propulseur, pas de bruit. C'était totalement silencieux. Ça ne laissait aucune traînée. Et en un instant, ça avait disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je savais que je n'avais jamais vu une chose pareille. Tu l'as vu? Je l'ai vu. C'est fou. N'en parle à personne, d'accord?
Allons nous recoucher. On en reparlera demain matin. Quoi? Que je n'en parle à On personne? dira que t'es folle. Mais tu veux que... Allons nous recoucher. Non, cette chose est sûrement encore là. Allons nous recoucher. Dan? Dan, mon mari, avait peur qu'on se moque de moi. Mais j'étais dans tous mes états. Il fallait absolument que je parle à quelqu'un de ce que j'avais vu. Le lendemain matin, Denise contacte la rédaction du journal local. Je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que normalement, je ne fais pas ce genre de choses. J'ai raconté au journaliste ce que j'avais vu. Et il m'a dit de contacter le MUFON. Le Mutual UFO Network, ou MUFON, est une organisation qui enquête sur les signalements d'OVNI dans le monde entier. On a un cas par jour qui nous est soumis en Pennsylvanie. Sur l'ensemble de ces cas, on en élimine environ 80%, car il s'agit d'objets identifiés. Je suis toujours sceptique parce que plein de gens veulent y croire et il y a une différence entre présenter un cas avec des preuves et vouloir qu'un cas soit vrai. J'ai étudié ce signalement avec Bob Gardner, le responsable des investigations en Pennsylvanie. Ce qui m'a impressionné avec Denise Murter, c'est qu'elle était prête à tout raconter. Je pensais qu'il y avait quelqu'un, alors je suis sortie. Bob Gardner est venu me voir le lendemain. C'était là. C'était énorme. Ça planait au-dessus de nos têtes. C'était une femme active. Elle avait la quarantaine. Elle parlait de manière très naturelle. Elle rapportait les faits avec précision. Une forme lumineuse, fascinante. Il avait l'air de croire en ma bonne foi. On aurait dit qu'elle dansait. J'avais peur. Elle balayait le jardin? Oui. La première chose que l'on fait, c'est qu'on écarte tout ce qui pourrait être de conception humaine ou un phénomène naturel. Il y avait plein de lumière. Je ne voyais aucune source de lumière qui pouvait expliquer ça. Je savais dans quelle phase était la Lune à ce moment-là. Donc je savais que ce n'était pas la Lune. Donnez-moi des précisions sur ces lumières. Elles éclairaient toute la zone ou c'était des faisceaux lumineux? Sur toute la pelouse. Il y en avait plein. Quel objet Denise a-t-elle pu voir? L'une des hypothèses qu'on devait examiner était de savoir s'il s'agissait d'un appareil militaire. J'ai repensé aux avions que j'avais connus quand j'étais jeune. J'étais tout le temps à l'aéroport avec mon père. La base aérienne de Walgrove est tout près. Je me suis demandé si ça pouvait être l'une de leurs opérations. Scott Miller suit l'évolution des technologies aéronautiques top secrets que l'on appelle les projets noirs. Il y a eu d'incroyables avancées technologiques dans le domaine des projets noirs. Le budget annuel de l'armée de l'air pour les appareils secrets défense est estimé à plus de 10 milliards de dollars. Le ministère de la Défense et différentes agences ne font pas mystère de leur volonté d'aller plus loin en matière de furtivité. Ils veulent progresser dans le domaine de l'indétectabilité acoustique et électromagnétique. Le but ultime étant, si possible, d'arriver à produire un appareil qui serait invisible. Ça donnerait un avion ayant une forme non conventionnelle et qui pourrait facilement déconcerter toute personne venant à l'observer. Mais l'objet vu par Denise était totalement silencieux. Aucun appareil ne peut se déplacer comme ça sans aucun bruit. On n'est pas capable de créer un engin totalement silencieux. Il faudrait qu'il soit efficace à 100% pour ne produire aucune émission sonore. Quelques jours après le premier signalement, le MUFON reçoit d'autres appels d'habitants de la zone. On était contacté par des gens qui avaient vu des choses dans le ciel. D'un coup, on a eu 15 signalements par jour. Je suis du genre sceptique, mais ils étaient tellement nombreux. L'un de ces signalements paraît très similaire à celui de Denise. Un objet avait forcément volé dans cette zone.
Dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, Denise Murter est convaincue qu'elle a vu un engin planer au-dessus de son jardin. N'en parle à personne. On en reparlera demain matin. Contre l'avis de son mari, elle a contacté le MUFON, qui n'a pu lui fournir aucune piste d'explication sur ce qu'elle a observé. C'était là, c'était énorme. Ça planait au-dessus de nos têtes. L'espace d'une seconde, je me suis demandé si j'avais rêvé. Je me suis dit, on va me prendre pour une folle. Quelques jours après le signalement de Denise Murter, le MUFON reçoit un appel d'un autre habitant du comté de Bucks. On avait un autre témoin intéressant, Cliff Taylor. Il dormait quand, vers 4 heures du matin, son chien s'est mis à aboyer, ce qui l'a réveillé. Il a vu un gros objet se rapprocher de sa maison. Ça ne pouvait pas être un avion. Il se déplaçait trop lentement. Quand les éclairs ont illuminé l'objet, il a pu voir des détails. Il y avait différentes formes au sommet et des hublots sur les côtés. J'étais vraiment contente du témoignage de Cliff Taylor. Ça prouvait que je n'inventais rien. On avait des témoignages concordants de gens qui avaient vu le même objet dans la même zone. Avec la multiplication des signalements, je me suis dit qu'il serait judicieux de contacter l'aéroport international de Philadelphie pour savoir s'ils avaient quelque chose dans leurs données radar.